vous pouvez participer à ce programme en nous contactant via les numéros qui de temps en temps apparaîtront sur votre écran avec bien sûr le concours de la réalisation. Alors on parlait de la thématique Carrefour le matin, oui c'est aussi des moments d'échange avec des experts sur des questions d'actualité africaine et ce matin on parle économie, on s'intéresse à ce lancement de nouvelles coupures de billets déjà du côté de la zone CEMAC et aussi au Nigeria. On rappelle, l'information la plus récente est celle concernant le Nigeria qui a lancé mercredi de nouveaux billets de banque, une initiative qui selon la Banque centrale contribuera à réduire l'inflation et le blanchiment d'argent. Les nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira, on le rappelle, devront commencer à être utilisés dès décembre prochain. Alors, du côté de la CEMAC également, on parle de nouveaux billets. En effet, la nouvelle gamme de billets BEAC type 2020 sera mise en circulation à partir du 15 décembre prochain. Alors, cette nouvelle gamme sera composée de 5 coupures suivantes, 500 francs, 1000 francs, 2000 francs et 5000 francs, ainsi que 10 000 francs CFA. Cette nouvelle gamme de billets plus compacte, plus moderne, mieux sécurisée, consacre dans le principe d'homogénéité des signes monétaires et d'intégration sous-régionale au recto de toutes les dominations. Alors voilà pour ce qui est donc de la thématique qui nous intéresse ce matin, lancement de nouveaux billets, quel impact pour l'économie déjà du Nigeria et qui a adopté cette initiative avec sa monnaie nationale, le Naira, mais également une question qui concerne également les 6 États membres de la zone CEAC. Alors, avant que nous n'abordons la première tranche d'informations de ce week-end de cette semaine, qui n'est autre que la revue de presse, nous vous proposons de suivre d'abord cette tranche d'informations qui nous est proposée chaque matin par la rédaction de For You Media Africa. Un cessez-le-feu conclu entre le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, en l'absence du président Paul Kagame. Alors que les tensions s'accentuent entre les deux pays, un sommet a été organisé à Luanda en Angola dans le but d'apaiser les conflits qui opposent les deux pays depuis de nombreuses années. Le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, a annoncé un cessez-le-feu à l'issue de la réunion. Une feuille de route censée atteindre cet objectif stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Et c'est pourquoi je m'étais dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir les compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Le ministre Tété Antonio a précisé que les partis se sont accordés pour exiger le retrait immédiat des rebelles du M23 des zones occupées. Une feuille de route a été dressée à l'issue de cette réunion afin de mieux résoudre le conflit. On note notamment la création d'un mécanisme de vérification des accusations mutuelles. Il sera dirigé par un général angolais. La rencontre d'Accra du 22 novembre, baptisée l'initiative d'Accra, qui réunissait les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a planché sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Cette rencontre a consisté au renforcement de la coopération face au terrorisme et au développement. Les participants ont également saisi l'occasion pour analyser la situation au Mali, qui fait figure d'épicentre du terrorisme en Afrique de l'Ouest, dans un contexte où les pays du Golfe de Guinée sont en proie aux menaces sécuritaires. Les dirigeants de la sous-région, au cours de cette rencontre à Accra, ont défini également les stratégies de renforcement de la coopération sécuritaire afin de lutter contre l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Bon à savoir, l'initiative d'Accra, pour rappel,
a été lancé en septembre 2017 par 5 pays ouest-africains, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Ceci afin de combattre l'insécurité dans la région en se dotant des moyens préventifs de propagation de l'extrémisme violent à partir du Sahel. 3 186 milliards de dinars, soit plus de 22 milliards d'euros, c'est le budget qui sera alloué en 2023 à la défense nationale algérienne. Un budget qui a doublé par rapport à celui de 2022, qui était de 1300 milliards de dinars, soit plus de 9 milliards d'euros, selon le projet de loi de finances dont les textes ont été adoptés par l'Assemblée populaire nationale algérienne. Mais il faut dire que ce financement n'a été possible qu'à travers la hausse des prix des hydrocarbures, dont l'Algérie est un important exportateur. Il faut noter que cette hausse du budget de la défense, qui est une hausse sans précédent, survient dans un contexte de forte tension avec le Maroc, un pays avec lequel l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques au mois d'août 2021, pour cause de profonds désaccords sur le territoire disputé du Sahara occidental et du rapprochement sécuritaire entre le Maroc et Israël. Soulignons que le dit projet de loi de finances doit être soumis au Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, et prévoit des dépenses de plus de 96 milliards d'euros et des recettes d'environ 55 milliards d'euros. Pour 2023, le gouvernement envisage un taux de croissance de 4,1% et une inflation de 5,1%. Et selon une délégation du Fonds monétaire international qui a séjourné à Alger le 21 novembre 2022, la hausse des prix des hydrocarbures contribue à renforcer la reprise de l'économie algérienne suite au choc de la pandémie. Les recettes exceptionnelles provenant des hydrocarbures ont atténué les pressions sur les finances publiques et extérieures. Le Fonds monétaire international a annoncé mardi 22 novembre avoir conclu un accord préliminaire avec le Soudan du Sud sur un financement d'urgence de 112,7 millions de dollars destiné à aider le pays à lutter contre l'insécurité alimentaire. En contrepartie, les autorités devront mettre en œuvre plusieurs réformes. D'après l'ONU, soit 11% des Sud-Soudanais ont besoin d'une aide humanitaire, soit 8,9 millions de personnes. La crise humanitaire qui touche le pays a plusieurs causes, notamment les violences communautaires qui persistent dans diverses régions du pays et qui ont déjà fait plusieurs centaines de victimes depuis le début de l'année. La combinaison de prolongation de conflits localisés, de 4 années consécutives, d'inondations graves et de hausse des prix des produits de base liés au conflit russo-ukrainien a fait passer le nombre de personnes souffrant d'une insécurité alimentaire grave à 8,3 millions en 2022, soit plus de 2 tiers de la population, a indiqué le FMI dans un communiqué. La mission du Fonds monétaire international, qui s'est rendue en visite au Soudan du Sud du 7 au 17 novembre, a indiqué que des réformes importantes avaient été introduites depuis le début du programme de référence du FMI à mars 2021, telles que l'unification des taux de change officiels et parallèles. Le FMI s'est dit encouragé par les mesures prises par le ministère des Finances et de la Planification et par la Banque du Soudan du Sud depuis août pour restaurer la discipline budgétaire et maîtriser l'essor de la masse monétaire, ce qui a permis de stabiliser le taux de change ces derniers mois. Selon le dernier rapport de l'État du Cameroun sur la lutte contre la corruption en 2021, dévoilé en ce mois de novembre 2022 par la Commission nationale anticorruption, le Cameroun perd en moyenne 43,947 milliards de francs CFA, soit environ 69,7 millions de dollars, une hausse de 26,3 milliards de francs CFA en 2020. Ce montant a été établi au terme des missions d'investigation de la CONAC, des DEBEC, du Conseil de discipline budgétaire et financier chargé de l'ascension des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques, ainsi que des décisions du tribunal criminel spécial, juridiction créée en 2011, chargée notamment de réprimer les infractions de détournement des deniers publics lorsque le préjudice atteint un montant minimum de 50 millions de francs CFA. Ainsi, au terme des enquêtes clôturées par la CONAC l'année dernière, le préjudice financier subi par l'État se chiffre dans l'ensemble à 24,801 milliards de francs CFA, dont 24,49 milliards de francs CFA imputables à la Société de recouvrement des créances du Cameroun, épinglée pour diverses irrégularités entre 2011 et 2014. La CDBF a pris 24 décisions concernant des responsables ou d'anciens responsables
des administrations publiques au cours de cette année-là. Sur les 24 personnes mises en cause devant cette juridiction, 8 ont été reconnus coupables et ont écopé d'amende spéciale d'un montant total de 8,800 millions de francs CFA. Le Cameroun dénonce notamment le monnayage de la signature des sous-préfets et préfets alors que le service public est gratuit, l'extorsion des fonds par les maires ou encore l'exigence d'appui financier et matériel aux administrés lors des descentes sur le terrain, des commissions de constat et d'évaluation. Alors que le pays traverse une période difficile, notamment dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire, et la CONAC, de son côté, s'efforçant à défendre et à protéger les biens du pays, la corruption, quant à elle, ne cesse de battre son plein. Il était notamment question, au cours de cette visite de travail, de procéder à la signature d'un accord de coopération entre les départements des deux pays, dont plusieurs domaines portant, entre autres, sur la lutte contre les activités terroristes, la criminalité organisée, le trafic d'armes, de munitions, d'engins explosifs et de stupéfiants, les crimes économiques, y compris le blanchiment d'argent, ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel. Cet accord premier du genre entre les deux départements jette donc les bases juridiques d'une coopération dynamique, opérationnelle et même technique. La signature de cet accord a été précédée d'une rencontre d'échange entre les deux chefs de département portant notamment sur les questions d'actualité relatives à leur domaine de compétences. Mais par ailleurs, le ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie a octroyé une 50aine de bourses de formation, dont plusieurs spécialités au ministère de la Sécurité et de la Protection civile au Mali. Pendant son séjour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a visité certaines structures relevant du ministère de l'Intérieur et de la Fédération de Russie, telles que le régime des forces spéciales de la police, une unité de la police touristique, une unité terrestre et le musée du ministère de l'Intérieur. Les deux ministres ont donc réaffirmé leur détermination à œuvrer à la consolidation des relations bilatérales entre le Mali et les fédérations de Russie. Le sommet de l'initiative d'Accra a réuni le mardi 22 novembre les pays ouest-africains membres de cette association qui lutte à limiter l'expansion du terrorisme dans la sous-région. Étaient représentés le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso, qui étaient représentés par son Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem. Je fais comprendre que si cette initiative-là ne donnait pas de résultats concrets, le Burkina Faso se réservait le droit de se retirer de cette initiative, parce que nous ne sommes pas pour des réunions et des sommets sans fin qui tournent en boucle et sans résultat. Et je pense que nous avons été compris, parce que l'initiative d'Accra pour la sécurité dans la sous-région a pris conscience de cela, et les États se sont engagés à mettre en place très rapidement une force conjointe pour soutenir les pays qui luttent contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel. Les pays membres de l'initiative d'Accra vont déployer près de 2000 soldats au Burkina Faso dans un délai d'1 mois. Mais les financements prévus à cet effet manquent. Les partenaires sont sollicités, la CEDEAO, l'Union africaine et l'invitation très significative du Conseil européen à l'événement, ce qui laisse assez dubitatif le Premier ministre burkinabé. En prélevant par exemple rien que une certaine petite somme sur chaque kilogramme de café vendu, de cacao vendu, de coton vendu, de lingots d'or extraits, nous pouvons réunir les fonds nécessaires pour soutenir cette initiative-là et pour la paix et le développement dans la sous-région. Et je crois que nous avons été entendus. Le sommet de l'initiative d'Accra a également été l'occasion de faire le point sur la mise en opération de la force conjointe multinationale qui sera chargée de conduire principalement sur les zones frontalières l'opération Coup d'Anglo renforcée. Celle-ci est en préparation depuis déjà plusieurs mois et officiellement validée en avril 2022. Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont à Luanda à l'occasion de la tenue d'un mini-sommet, sur invitation de leur homologue angolais Joao Lourenço, en son qualité de médiateur de l'Union africaine et de président de la conférence internationale
sur la région des Grands Lacs. Au cœur des échanges, un plan d'action pour la paix, mise en mal par l'activisme du M23 et le rétablissement de bonnes relations entre Kinshasa et Kigali. À en croire certaines informations, le nouveau plan qui sera discuté à Luanda avait déjà été présenté à Félix Tshisekedi et à Paul Kagame mi-novembre par Joao Lourenço. Il s'agit donc de la feuille de route adoptée en juillet, mais amendée et modifiée en tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Le président burundais Evariste Ndayishimiye et le médiateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, sont également invités à ce mini-sommet. En fait, il faut le rappeler, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les terroristes du M23 qui ont repris les combats dans l'est de son territoire, ce que les autorités rwandaises nient. Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont à Luanda à l'occasion de la tenue d'un mini-sommet, sur invitation de leur homologue angolais Joao Lourenço, à son qualité de médiateur de l'Union africaine et de président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Au cœur des échanges, un plan d'action pour la paix, mise en mal par l'activisme du M23 et le rétablissement de bonnes relations entre Kinshasa et Kigali. À en croire certaines informations, le nouveau plan qui sera discuté à Luanda avait déjà été présenté à Félix Tshisekedi et à Paul Kagame mi-novembre par Joao Lourenço. Il s'agit donc de la feuille de route adoptée en juillet, mais amendée et modifiée en tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Le président burundais Evariste Ndayishimiye et le médiateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, sont également invités à ce mini-sommet. En fait, il faut le rappeler, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les terroristes du M23 qui ont repris les combats dans l'est de son territoire, ce que les autorités rwandaises nient. Le président sortant Jair Bolsonaro conteste le résultat de l'élection présidentielle organisée le mois dernier au Brésil, conclue par sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva, montre un recours déposé auprès du tribunal supérieur électoral, en abrégé TSE, qui réclame que soient donc invalidés les votes électroniques enregistrés par certaines machines. Rappelons que ce recours a peu de chances d'aboutir, car notons que la victoire de Lula ayant déjà été ratifiée par le TSE est par ailleurs reconnue par les principaux responsables politiques du Brésil et les partenaires internationaux du pays, dont les États-Unis. Une petite frange de l'élection présidentielle brésilienne, largement minoritaire mais toutefois déterminée, refuse donc de reconnaître la défaite de Jair Bolsonaro. Alexandre Moraes, le juge de la Cour suprême, président donc actuellement le TSE, a déclaré selon un document consulté par Reuters que la coalition conservatrice de Jair Bolsonaro, qui a officiellement déposé ce recours, disposait de 24 heures pour présenter son examen complet des 2 tours de scrutin de la présidentielle sous peine de voir sa demande rejetée. Le parti de la social-démocratie brésilienne, en abrégé PSDP, rival traditionnel du PD, a donc jugé la contestation de Jair Bolsonaro absurde, assurant sur Twitter qu'elle se heurtait à la résistance des institutions de la communauté internationale et de la société brésilienne, je cite. Pendant fourni des preuves, Jair Bolsonaro affirme depuis des années déjà que le vote électronique est vulnérable à la fraude. Rappelons qu'après l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle, le président sortant ne s'est pas exprimé en public pendant près de 48 heures. Il n'a toujours pas officiellement reconnu sa défaite, même si il a donc autorisé au gouvernement à préparer le processus de transition. Voilà, c'était donc la tranche d'information qui chaque matin nous est proposée
par la rédaction de Foyou Média Africa. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes en notre compagnie pour cette matinale informative qui vous permet de bien démarrer la journée. Alors, nous restons dans la même veine des informations, mais avant cela, permettez-nous de vous présenter le thème à travers lequel nos échanges de ce vendredi se feront. Nous parlons économie aujourd'hui avec notamment ce lancement de nouveaux billets, que ce soit dans la zone CIMAC ou encore du côté du Nigeria, à Abuja, où mercredi déjà, de nouveaux billets de banque ont été lancés. Une initiative qui, selon la Banque centrale du Nigeria, doit contribuer à réduire l'inflation et le blanchiment d'argent. Pour rappel, les nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira devront commencer à être utilisés dès décembre prochain. Il s'agit de la même date choisie du côté de la zone CIMAC, car la nouvelle gamme de billets BEAC type 2020 sera mise en circulation également à partir du 15 décembre prochain. Alors, les médias nous font savoir que cette nouvelle gamme de billets est plus compacte, plus moderne et mieux sécurisée et consacre donc le principe d'homogénéité des signes monétaires et d'intégration sous-régionale. Alors, quel impact ce lancement de nouveaux billets peut-il avoir dans l'économie du Nigeria ou encore de la zone CIMAC? Telles sont là les questions autour desquelles nos échanges se feront. Alors, Moira nous a rejoint sur ce plateau pour la dernière livraison de la semaine en ce qui concerne les informations véhiculées par la presse écrite et en ligne. Nous l'accueillons sur ce plateau juste après ceci. Également aux téléspectateurs de Foyou Média Africa pour la dernière livraison de la semaine de la revue des grandes unes. Allons toujours comme nous l'avons commencé en début de semaine avec notamment le Mali Web qui titre donc production agricole des échanges utiles sur la campagne. Le ministre du développement rural et des producteurs ont eu des discussions sur les disponibilités des engrais et des difficultés rencontrées au cours de la campagne agricole. Modibo Keïta a saisi l'opportunité pour rappeler sa volonté de faire respecter les principes de la concurrence dans le cadre de l'approvisionnement en intrants. Mali Web encore, on parle de campagne cotonnière en Afrique de l'Ouest vers la pire saison des 10 dernières années. Au Mali comme dans les autres pays de la sous-région, la production cotonnière risque de connaître l'un des pires rendements des 10 dernières années. Selon les dernières prévisions du département américain de l'agriculture, la zone de l'Afrique de l'Ouest devrait enregistrer notamment en moyenne 377 kg. Mali Web, la France a des raisons de s'opposer aux livraisons d'engrais russes en Afrique. Plusieurs États occidentaux tentent d'entraver les livraisons d'engrais et de céréales russes à plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Chacun selon ses propres objectifs. Celui de Macron est de renforcer la présence de la France sur le continent africain en bouleversant l'équilibre en sa faveur, a déclaré à Sputnik un analyste russe. Mali Web, une fois de plus, on part cette fois-ci de l'Europe qui paie lamentablement la guerre des sanctions. Cette année a montré que la Russie, malgré les sanctions, évite l'isolement économique. Ceci est démontré par les statistiques. Le volume mensuel, par exemple, des échanges avec la Russie a augmenté avec des pays comme la Turquie, plus 98%, 6,2 milliards de dollars. L'Inde, plus 310%, 3,30 milliards de dollars. La Chine, plus 64%, 15 milliards de dollars. Le Brésil, plus 106%, environ 1 milliard de dollars. Et le Japon, plus 13%, 1,6 milliard de dollars. Et même avec certains pays européens, les échanges ont augmenté. Ouagadougou, au Burkina, par le terrorisme, le Premier ministre exprime l'indignation du Burkina Faso face à l'inaction de la communauté internationale. Le Premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Joachim Kélébe-Tabela, a participé le 22 novembre 2022 à Accra, au Ghana, à la conférence internationale d'une initiative d'Accra dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour cette rencontre, les organisateurs ont retenu comme thème l'initiative d'Accra, une réponse crédible, préventive et coordonnée face aux défis sécuritaires dans les États côtiers et sahéliens. Les situations du Mali et du Burkina Faso étaient au centre des échanges de cette importante rencontre. Et prenant également aussi la parole au nom du Burkina Faso, le Premier ministre Maître Apollinaire Joachim Kélébe-Tabela a traduit son indignation face à la communauté internationale. Ouagadougou, on y reste. Petro
terrorisme, les alertes du colonel Amadou Tidiane Sissé. Le colonel Amadou Tidiane Sissé, inspecteur principal des douanes à la Direction générale des douanes du Sénégal, écrivain auteur de plusieurs ouvrages tels que Terrorisme, la fin des frontières, Nouveaux enjeux de la coopération douanière en matière de sécurité au Sahel, les États offshore à l'épreuve du pétroterrorisme, enjeux géopolitiques des découvertes pétrolières et gazières et défis sécuritaires dans le golfe de Guinée. Dans cette tribune, alerte sur une menace sécuritaire, le pétroterrorisme, qui pourrait fortement ralentir les investissements pour le développement de l'Afrique et prendre en otage l'industrie énergétique. GuinéeNews.org titre Conakry, le Premier ministre donne le coup d'envoi du dialogue politique inclusif interguinéen. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a lancé officiellement les travaux du cadre du dialogue inclusif guinéen. Ce jeudi 24 novembre à Conakry, c'était en présence du médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Dr Yahi Boni, du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités en Guinée. Dans son intervention, le ministre de l'administration territoriale du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, est revenu sur les étapes définies dans le chronogramme de la transition. D'après le ministre Mori Kondé, le communiqué du CNRD n'a nullement interdit les manifestations politiques. Cependant, a-t-il indiqué, il a interdit toutes les manifestations sur les places publiques. Toujours avec GuinéeNews.org, la Guinée, le Mali, le Burkina et le Soudan bannis par Washington du sommet États-Unis et Afrique. Washington, la capitale fédérale des États-Unis, habitera du 13 au 15 décembre le prochain le sommet États-Unis-Afrique. Cette rencontre deuxième du genre sous l'administration Biden regroupera durant 3 jours une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains autour du locataire de la Maison-Blanche. Elle portera essentiellement sur le raffermissement des relations diplomatiques, sécuritaires et financières entre les États-Unis et l'Afrique. Du côté de RTI, on parle du modèle économique des caisses de dépôt présenté aux autorités camerounaises. Lassina Fofana, directeur général de la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI, a conduit une délégation du Forum des caisses de dépôt, Forum qui a séjourné au Cameroun du 15 au 17 novembre 2022. À cette occasion, le modèle économique des caisses de dépôt a été présenté aux autorités et acteurs du secteur de la finance au Cameroun. RTI Info encore, Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé veut faire un retour sobre samedi, selon le comité d'accueil. Charles Blé Goudé, pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fera samedi matin un retour sobre dans son pays natal, lendemain. Après son acquittement l'an dernier par la justice internationale, a assuré jeudi le président de son comité d'accueil. RTI Info encore, Sierra Leone, bagarre entre députés autour d'une réforme électorale. Une bagarre entre députés a éclaté mercredi au sein du Parlement sierra-léonais au cours d'un débat sur une proposition de modification du système électoral à 6 mois de la présidentielle, selon des images diffusées par des médias locaux. Dans une vidéo authentifiée par l'AFP, les députés du parti au pouvoir, le Parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, en viennent aux mains avec des représentants de l'ex-parti au pouvoir, l'APC, Congrès de tout le peuple. Abidjan.net, dans le secteur économique, on parle du 60e anniversaire de la BCAO, l'ouverture à Dakar d'un symposium international sur les défis des banques centrales dans un monde en mutation. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, célèbre donc depuis jeudi 24 novembre 2022 son 60e anniversaire autour d'un symposium international sur le thème des banques centrales dans un monde en mutation. L'événement de dimension internationale s'est ouvert au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio, CICAD, à Dakar, Sénégal, en présence du Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, représentant le président Macky Sall, du vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemekome Kone, du gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Cassibro, ainsi que de nombreux invités venus des 8 pays membres de l'UEMOA et au-delà. Abidjan.net, on parle de sécurité. C'est dans ce moment à Abidjan de l'opération Épervier 8 avec 3600 forces. La 8e édition de l'opération de sécurisation dénommée Épervier a été lancée jeudi au plateau le quartier administratif d'Abidjan par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. Quelques 3600 forces policiers, gendarmes et militaires sont mobilisées pour cette opération, dont 1600 à Abidjan et 2000 à l'intérieur du pays. Cette opération vise à lutter contre la grande criminalité à Abidjan et à l'intérieur du pays. Abidjan.net, cette fois-ci société,
Lutte contre la cybercriminalité, l'État renforce les peines de privation de liberté. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était à l'Assemblée nationale mercredi 23 novembre 2022 dans le cadre d'un projet de loi modifiant les articles 17, 33, 58, 62, 66 de la loi numéro 2013-451 du 19 janvier 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Après échange, la loi a été votée à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Dans son exposé liminaire, le ministre a indiqué que l'essor des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication a favorisé la multiplication des offres de services, des voix, des données et des vidéos très sophistiquées que les consommateurs ont rapidement adoptées. Cette situation, selon le porte-parole du gouvernement, a entraîné une utilisation malveillante des réseaux sociaux et des services par une certaine frange de la population. Avec cette succès cédée en République démocratique du Congo, agression rwandaise, Kamer et appelle son parti à adhérer sans réserve à l'appel à la cohésion nationale lancé par Félix Tshisekedi. La réunion de la direction politique nationale élargie de l'Union pour la nation congolaise UNC a eu lieu ce jeudi 24 novembre 2022 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir entre autres le message de Vital Kamerhe ainsi que les perspectives électorales. Tchad Info, 36,1% de la population manque d'eau en Afrique subsaharienne, selon bien sûr un rapport. Selon l'étude basée sur un échantillon représentatif de 45 555 personnes, l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par l'insécurité hydrique à l'échelle mondiale devant l'Afrique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie. Gabon Review, Commonwealth, les ministres de la Justice en conclave autour des droits de l'homme à Maurice. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Erline Antonella Dembe Damas, séjourne depuis le 22 novembre à l'île Maurice, où elle participe à la réunion des ministres de la Justice et des hauts fonctionnaires du Commonwealth. Les travaux se déroulent autour du thème renforcer la coopération internationale par l'état de droit et la protection des droits de l'homme. En d'autres termes, il s'agit de mettre l'accent sur la promotion des droits de l'homme. Gabon Review, l'Assemblée nationale adopte un budget en hausse de 306,7 milliards de francs CFA pour 2023 au Gabon. Soumis par le gouvernement en octobre, le projet de loi de finances 2023 a été adopté mercredi 23 novembre à l'Assemblée nationale par une large majorité. Les élus n'ont toutefois pas manqué de faire quelques recommandations aux autorités dont ils blâment les exonérations fiscales jugées excessives accordées à certaines entreprises. En RCA, avec le potentiel centrafricain.com, le général de division Anva Galimouli fait le point sur différentes formations militaires en Russie à l'occasion du départ de 19 autres FACA pour la Russie. Le peuple centrafricain se réjouit de jour à jour de la montée en puissance des forces armées centrafricaines depuis qu'elles ont commencé à être formées par les instructeurs russes. En plus de formations reçues à Bangui, certains FACA sont déployés directement dans différentes villes de la République fédérale de Russie pour être formés. Parmi eux se trouvent des soldats et des officiers. Ainsi, dans la matinée de jeudi 17 novembre 2022, 19 FACA ont pris le vol pour se rendre en Russie, en plus de 180 qui sont déjà sur place en train d'être formés, où la première vague entrera dès le début de l'année 2023. Avec toujours la RCA, cette fois-ci avec Radio Ndeke Luka, on parle de sanitaire. La Banque mondiale offre 900 tonnes de médicaments et équipements biomédicaux au ministère de la Santé. C'est bien sûr un début de solution au problème de médicaments restés dans certains hôpitaux en République centrafricaine. La Banque mondiale, à travers le projet CENI+, vient d'offrir des médicaments et équipements biomédicaux au ministre de la Santé. Ceci pour améliorer la santé de la population. La remise officielle du lot de ces médicaments a été faite le mardi 22 novembre 2022 à Bangui, en présence du chef de l'État, du ministre de la Santé et de certains partenaires. Au Cameroun, avec le Bi-Hebdomadaire Politics, qui est donc un journal de ton super qui habite également les médias For You. Corruption, la NIF court après 135 milliards de francs CFA. Ce montant résulte de l'exploitation de plusieurs déclarations de soupçons souscrites par les professions assujetties, notamment les banques, les établissements de microfinance, les services de mobile money auprès de la Commission nationale anticorruption
en 2021. Toujours dans ce même journal, en pied de page, Louis-Paul Motazé se dit satisfait de l'exécution du budget 2021 et ainsi qu'en Anker, juste au-dessus de la une, on parle de coopération. La CNPS qui partage son expérience avec la CNSS Burkina. Le Messager titre donc Suisse-Cameroun, 1-0, Mbolo de Punisher. Dominateur en première période, les Poulains de Rigobertson, en panne de réalisme, s'inclinent en seconde manche sur un but de l'attaquant suisse d'origine camerounaise. Mutation quotidien revient sur la même information. Suisse 1, Cameroun 0, dégonflé à bloc. Dominateur en première mi-temps, les Lions indomptables ont plié les Chines en seconde manche après un but de Brel Mbolo. Réactions et leçons dans les colonnes de Mutation. Cameroun, tribune au journal La Capitale Publique, titre le budget de 2023, 6 345,1 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances a été déposé à l'Assemblée nationale hier. L'enveloppe en augmentation de près de 265 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice en cours prévoit de nombreuses mesures fiscales incitatives, notamment en faveur des producteurs locaux dans le cadre de la politique d'import-substitution. Toujours avec la même information, le quotidien de l'économie, titre 2023, le Cameroun table sur un budget de 6 345,1 milliards de francs CFA. Et ce qui ressort du projet de loi des finances déposé hier, 24 novembre 2022, à l'Assemblée nationale. Toujours dans ce même journal, en encart à gauche, un peu plus de 186 milliards de francs CFA remboursés par l'État. Voilà ce que nous avions proposé pour ce jour 25 novembre 2022. La suite de For You Matin avec vous à samedi. Merci à vous Moira pour cette revue de presse. Toutes ces informations véhiculées donc par nos confrères sur de la presse écrite et en ligne. Alors pour en savoir plus sur ces informations, alors pourquoi ne pas acheter ces journaux, simplement faire un tour sur ces différents sites d'information afin d'en savoir plus. Alors, on rappelle la thématique de ce vendredi. On parle économie avec ce lancement de nouveaux billets, tant dans la zone CIMAC que du côté du Nigeria. Lancement qui sera officiel à partir du 15 décembre prochain. On rappelle que mercredi déjà, le Nigeria a donc inauguré ces nouveaux billets de banque, une initiative qui, selon la Banque centrale, doit contribuer à réduire l'inflation et le blanchiment d'argent. Du côté du Nigeria, on nous fait savoir que les nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira doivent commencer à être utilisés donc dès décembre prochain. Alors, on aura, dans le temps que notre invité prenne place sur ce plateau, nous proposons de suivre d'abord cet élément qui plante pour nous le décor. À partir du mois de décembre prochain, le Nigeria, première économie d'Afrique, verra circuler sur son territoire de nouveaux billets de banque. Il s'agit de billets de 200, 500 et 1000 naira. Le président Muhammadu Buhari, qui a présenté mercredi 23 novembre cette série de nouveaux billets de banque en naira, a fait savoir que leur conception les rendrait plus difficiles à contrefaire et que le remplacement des anciens billets aiderait à contrôler les liquidités. Contrairement aux anciens billets qui étaient importés, les nouveaux billets sont fabriqués au Nigeria et sont dotés de nouvelles caractéristiques de sécurité. Alors que la Central Bank of Nigeria a annoncé qu'elle va commencer à émettre ces nouveaux billets au public dès le 15 décembre, il est à noter que la population a jusqu'au 31 janvier 2023 pour remettre les anciens billets. Le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, a tenu à manifester sa reconnaissance vis-à-vis du président Buhari de son soutien indéfectible à la refonte et à la redistribution des nouveaux billets qui vont permettre de contrôler l'inflation et de lutter contre la corruption. Il a également souligné que la monnaie en circulation était utilisée depuis 19 ans, alors que selon les meilleures pratiques internationales, la refonte des billets devrait avoir lieu tous les 5 à 8 ans. Rappelons que cette initiative se déroule dans un contexte particulier sur les marchés monétaires du Nigeria, avec une dépréciation de la valeur marchande du naira à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar. Alors, c'était donc ce reportage qui nous présente donc la situation du Nigeria. Ce reportage rappelait également que selon les meilleures pratiques
international, eh bien, les autorités doivent émettre de nouveaux billets tous les 5 à 8 ans. Or, pourtant, pour ce qui est du cas du Nigeria, cela fait maintenant près de 20 ans que ces changements de la monnaie n'ont pas eu lieu. La remarque a d'ailleurs été faite mercredi par le président nigérien Muhammadu Buhari. On rappelle également que selon le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, eh bien, plus de 80% des 3200 milliards de naira en circulation au Nigeria se trouvent hors du circuit économique. Ces nouveaux billets sont dotés donc d'une sécurité renforcée, aideront son institution à mettre en œuvre de meilleures stratégies pour la politique monétaire. On sait que du côté de la zone CEMAC, ce lancement, autant pour moi, de nouveaux billets vient remettre sur la table des discussions, l'épineuses question du franc CFA, car selon une opinion africaine, il serait temps déjà que ces pays qui constituent donc la zone CEMAC réfléchissent pour la mise sur pied d'une monnaie, pourquoi pas africaine, et s'affranchissent du franc CFA qui jusqu'ici est considéré comme la monnaie du colon, un héritage du colonialisme. Alors, quel impact donc peuvent avoir ces nouveaux billets ou ces nouveaux coupons de 500 francs, de 1000 francs ou encore de 5000 et 10 000 sur le plan économique? Voilà donc tant de questions à laquelle des questions dont nous espérons apporter des éléments de réponse tout au long de ce programme. Alors, on va encore vous proposer une petite tranche d'informations. Et après, on fera un retour sur ce plateau pour accueillir notre invité. Alors, en attendant donc que tout soit fin prêt du côté de la réalisation, on revient sur le cas du Nigeria où des inquiétudes demeurent cependant malgré cette nouvelle sur le lancement de ces nouveaux billets de banque. Certains analystes pour le cas du Nigeria affirment que les billets nouvellement conçus ne donneront que peu ou encore pas de résultats dans la gestion de l'inflation ou encore dans la lutte contre la corruption en l'absence de véritables réformes institutionnelles. Alors, selon ces analystes, on ne peut pas réduire le blanchiment d'argent juste en faisant circuler de nouveaux coupons. Il faut repenser le système financier, l'améliorer, surtout si on veut réduire des pratiques telles que les paiements de rançon. Et ces experts reviennent également sur la sécurité en ce qui concerne ces billets qui doit être améliorée, car selon eux, pour réduire l'inflation, le niveau auquel la masse monétaire totale dans l'économie augmente doit ralentir. Alors il ne s'agit donc pas seulement d'argent liquide selon ces derniers. En attendant donc toujours l'arrivée sur ce plateau de nos invités, nous vous proposons avec le concours de la réalisation de suivre une fois de plus cet élément qui plante les décors en ce qui concerne cette thématique qui nous intéresse ce vendredi matin dans le cadre de votre matinale informative. À partir du mois de décembre prochain, le Nigeria, première économie d'Afrique, verra circuler sur son territoire de nouveaux billets de banque. Il s'agit de billets de 200, 500 et 1000 naira. Le président Muhammadu Buhari, qui a présenté mercredi 23 novembre cette série de nouveaux billets de banque en naira, a fait savoir que leur conception les rendrait plus difficiles à contrefaire et que le remplacement des anciens billets aiderait à contrôler les liquidités. Contrairement aux anciens billets qui étaient importés, les nouveaux billets sont fabriqués au Nigeria et sont dotés de nouvelles caractéristiques de sécurité. Alors que la Central Bank of Nigeria a annoncé qu'elle va commencer à émettre ces nouveaux billets au public dès le 15 décembre, il est à noter que la population a jusqu'au 31 janvier 2023 pour remettre les anciens billets. Le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, a tenu à manifester sa reconnaissance vis-à-vis du président Buhari de son soutien indéfectible à la refonte et à la redistribution des nouveaux billets qui vont permettre de contrôler l'inflation et de lutter contre la corruption. Il a également souligné que la monnaie en circulation était utilisée depuis 19 ans, alors que selon les meilleures pratiques internationales,
La refonte des billets devrait avoir lieu tous les 5 à 8 ans. Rappelons que cette initiative se déroule dans un contexte particulier sur les marchés monétaires du Nigeria, avec une dépréciation de la valeur marchande du Naira à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar. Thématique que nous avons choisie ce matin, il s'agit celle concernant les relations entre Paris et Bamako, des relations qui convergent aujourd'hui vers une rupture des liens entre la France et le Mali. On rappelle qu'en janvier 2022 déjà, l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali avait marqué un tournant dans les relations entre les deux pays. Bien après cela, d'autres événements se sont enchaînés, contribuant peu à peu à fragiliser les relations entre Bamako et Paris. Alors, quel impact peut avoir aujourd'hui ces tensions dans la région du Sahel? La posture adoptée aujourd'hui par Bamako peut-elle lui valoir un isolement dans la sous-région? Ou au contraire, peut-on assister à un effet de contagion avec les autres pays que sont le Burkina Faso, le Niger ou encore la Guinée? Voilà donc autant de réponses, autant de questions, tant pour moi, auxquelles nous nous attellerons à apporter des réponses avec bien sûr l'expertise d'Abdoul Ndam qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Damzili, bonjour à nos milliers de téléspectateurs et téléinternautes. Bonjour particulier au top management de Faro Média, aux valeureux techniciens. Une fois de plus, c'est un plaisir renouvelé de partager une thématique qui pose en réalité le problème de la souveraineté, même de la survie d'un État. Il est important qu'on puisse modestement apporter ou encore mieux jeter un regard sur les contours et la finalité d'un tel ou encore d'une telle attitude qui en réalité peut se présenter comme une forme d'isolement, mais peut-être peut aussi se positionner comme un facteur de garantie de la souveraineté, d'affirmation de la souveraineté d'un État. Mais quoi que l'on dise, je crois qu'à travers l'entretien, on verra certainement à quoi le Mali peut s'attendre, s'expose ou encore peut s'attendre à ce genre d'attitude qui, ma foi, quand même est salutaire. Une posture non salutaire selon vous. Alors, on rappelle pour ce qui est des événements qui nous amènent aujourd'hui à parler d'une potentielle rupture. On rappelle qu'en janvier, tout a commencé en janvier 2022, en début d'année, avec l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali. Cela avait marqué un tournant dans les relations entre les deux pays. Un mois après, on a assisté à l'annonce du retrait des soldats français de l'opération Barkhane, cette opération de lutte antiterroriste initiée donc par la France pour venir en aide au Mali, confronté à la menace sécuritaire menée par les groupes armés. Encore un autre événement qui a suivi, c'était au mois de mars, un mois après, avec le rappel de Paris de ses coopérants en fonction au sein de l'administration malienne. Et tout récemment, nous avons ces événements, à savoir la coopération économique entre les deux pays qui aujourd'hui ont mal avec ces décisions du Quai d'Orsay de suspendre l'aide au développement public octroyée au Mali et la réaction de Bamako qui n'a pas tardé avec cette interdiction par le gouvernement de la transition d'activités des ONG recevant le financement de Paris. Alors, à quoi s'expose aujourd'hui Bamako? Avant de répondre à cette question, Abdoul Ndam, vous avez suivi avec moi ces quelques événements énoncés. Alors, est-ce que, au vu de ces événements qui ont précédé et dans la relation entre la France et le Mali, on peut dire aujourd'hui que ces deux pays évoluent vers une rupture totale de leurs relations? Ce qui est constatable, c'est qu'on fait face à une forme de désescalade et de dégradation de la coopération à tout point de vue entre le Mali et la France. Et cela est d'autant plus perceptible depuis l'arrivée de M. Assimi Goïta à la tête de l'État du Mali. Et je crois que son arrivée à la tête de l'État a sonné le glas, bien entendu, de l'hyper-présence de la France du côté de Bamako. Puisque il est important de souligner qu'avant l'arrivée de M. Assimi Goïta, sous le règne de M. Ibeka, la France et bien d'autres présidents de la République, la France avait une prééminence du côté du Mali, et en réalité donnait des orientations et avait quand même la prééminence en termes de partenariat et en termes de coopération sur tous les domaines.
que ce soit sur le domaine économique, que ce soit sur le domaine militaire et j'en passe. Je crois que, ayant fait dans le bilan de cette coopération entre la France et le Mali, les nouvelles autorités du Mali ont estimé que, à défaut de mettre fin à cette coopération, il serait judicieux de revoir un certain nombre de choses, parce qu'en réalité, les accords tels qu'ils se donnent à voir n'accordent pas un avantage au Mali. Mieux encore, cela défavorise le développement du Mali au profit de la France. Et je me dis, c'est une attitude responsable et non responsible, dans la mesure où on est à la tête de l'État parce qu'on voudrait apporter un plus. Et parce qu'en réalité, le Mali traverse une situation chrysogène du point de vue sécuritaire, il était important de revoir le contenu des clauses qui lient notamment le Mali et la France du domaine de la coopération militaire. Et vu dans cet angle-là, le Mali a imposé un certain nombre de principes afin de revoir le contenu de la clause des accords. À défaut de cela, il était important justement de mettre fin à la coopération. Voilà pourquoi la tension est montée d'un cran. Nous avons connu plusieurs épisodes. Nous avons commencé par les invectives, où en réalité les autorités françaises ont commencé par l'hostilité en termes langagières. Ils s'exprimaient à l'endroit des autorités maliennes avec beaucoup de condescendance et de mépris, et traitaient les autorités maliennes de tous les noms qui en réalité n'ont rien à y voir avec les rouages diplomatiques. Je fais allusion à l'ancien ministre des Relations français de cette époque, où il se permettait de dire n'importe quoi, et grande a été la surprise des Africains, en général des Maliens en particulier, de voir la riposte. Donc le problème, la dégradation a été perceptible du côté diplomatique d'abord. Et lorsqu'on constate donc la menace, les invectives du ministre de la Relations française de l'époque, la réaction était imminente. Et la réaction était proportionnelle à la dimension de l'attaque. Voilà pourquoi j'ai à cette époque-là, à ce moment-là, qualifié l'attitude de la diplomatie malienne d'une diplomatie offensive et non défensive. Plus tard, on a constaté que sur le plan communicationnel, le Mali a également monté d'un cran en demandant la suspension des chaînes telles que France 24 et RFI à ne plus émettre sur le territoire malien. Je crois que c'était aussi un acte symbolique qui jusqu'ici n'a jamais été fait dans aucun pays de l'Afrique noire francophone. Et pour boucler la boucle, les autorités maliennes ont demandé le départ de l'ambassadeur français, déjà de l'inédit. Aucun pays africain, à moins que ce soit à l'époque de M. Patrice Lumumba au Congo, qui avait demandé au général Janssen de quitter le Congo dans les 24 heures qui suivaient. Et je crois que M. Assimi Goïta s'est illustré en démontrant que les pays africains, quelle qu'en soit la taille ou encore le manque d'infrastructures ou encore des moyens économiques, lorsque nous sommes un État souverain, ça veut dire qu'en réalité on peut, à partir de ce principe-là, prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre de ceux-là qui ont pour vocation de vous plonger dans une situation inconfortable. Donc voilà, pour planter le décor, c'est qui s'est illustré. Et pour ressortir, vous verrez donc sur le plan militaire, les autorités maliennes ont demandé tout simplement le départ de toutes les bases militaires françaises du côté de Bamako, Barkhane et j'en passe. Et cela a été exécuté par des autorités françaises. Donc tout ceci pour vous dire que la situation, la relation, la coopération entre la France et le Mali, quoi que l'on dise, est dégradante. La situation donc entre ces deux pays aujourd'hui, au vu de ces événements que vous avez d'ailleurs brossés lors de votre première prise de parole, nous amène à comprendre qu'on évolue là avec une dégradation de plus en plus marquée dans les relations entre ces deux pays. Alors, Abdoul Ndam, vous êtes revenu effectivement sur des tensions qui ont commencé certes sur le plan de la communication. La diplomatie en a pris un coup, la communication également avec ces décisions des autorités de Bamako de suspendre des médias à capitaux publics françaises. On ne va pas faire la pub de ces médias ici, accusés donc de désinformation. Vous êtes également venu sur les liens sur le plan politique et
aujourd'hui et sur le plan sécuritaire, bien sûr, avec cette série d'annonces concernant la fin de l'opération Barkhane au Mali. Et enfin, pour atterrir aux tout récentes informations, notamment ces décisions de Paris de suspendre son aide au développement et aussi la riposte du Mali vis-à-vis de cette décision que les autorités maliennes qualifient d'ailleurs de non-événement. Alors, j'aimerais effectivement qu'on s'attarde sur cette dernière réaction du Mali et qui a fait savoir après la décision du Quai d'Orsay de suspendre l'aide publique au développement du Mali, qui a affirmé que ces décisions de Paris étaient un non-événement, lorsqu'on sait quand même que le Mali est un pays sous-développé. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, le peuple malien est prêt à endosser toutes les conséquences de cette posture qu'elle est en train d'adopter aujourd'hui pour reprendre les rênes de sa souveraineté? La vraie question, c'est de savoir les aides précédentes à travers cette organisation-là, est-ce que ça a eu un impact positif sur le plan économique du côté du Mali et bien dans le reste des pays de l'Afrique? Je crois que non. Je crois que c'est une agence qui a pour vocation, d'orienter les projets qu'elle estime nécessaires pour elle, au détriment des projets que les pays africains peuvent proposer. Je crois que ce n'est pas une bonne initiative de vouloir aider les gens à les imposer comment est-ce qu'ils doivent faire usage de l'argent dont vous les octroyez. Je crois que ce sont les pays qui reçoivent qui sont mieux placés pour pouvoir déterminer les secteurs qui peuvent permettre à ce que le financement puisse permettre l'accroissement économique. À partir du moment où vous ne tenez pas en compte les desiderata, à partir du moment où vous ne tenez pas en compte les besoins réels des populations, mais à les orienter ailleurs, je crois que cela vit tout simplement à tourner à rond, à plonger ces gens dans l'éternel recommencement. Donc pour vous dire que par le passé, même quand ils recevaient cette aide-là, ça avait quel impact dans l'économie? Aujourd'hui, selon vous, les autorités maliennes elles sont au courant effectivement que cette aide, elles sont d'accord que cette aide n'a pas vraiment contribué à développer le Mali et qu'aujourd'hui elles peuvent s'en passer dans leur programme politique. Bien sûr, voilà pourquoi les autorités maliennes disent qu'en réalité c'est un non-événement, puisque retirez votre aide, ça n'a aucun impact, puisqu'en réalité il y a déjà une stratégie où les autorités maliennes sont en train de se réorienter vers d'autres partenaires qui sont quand même d'ailleurs sérieux. On peut leur accorder une présomption d'honnêteté, de sincérité, en l'occurrence la Russie, la Turquie, la Chine, qui sont des nouveaux partenaires sérieux, qui peuvent en réalité collaborer, coopérer, tout en respectant le sacro-saint principe de la souveraineté des États, sans avoir à s'ingérer dans les affaires internes des États. Je crois que c'est en cela que la différence opère entre la coopération récente, précédente, entre le Mali et la France, et les nouvelles types de coopération qui en réalité voient le jour aujourd'hui avec de nouveaux partenaires tels que la Russie, la Chine, la Turquie et bien d'autres pays africains. Je crois qu'on vient de voir un papier tout à l'heure où on a vu comment la Guinée-Conakry et le Mali sont en train de signer des accords de coopération économique. Je crois que ce sont des bonnes initiatives qui visent à procéder à une coopération alternative. À partir du moment où le principal n'a pas abouti, il faut toujours penser au plan B. Je crois que c'est le plan B qui est d'ailleurs plus favorable et plus alléchant que le plan A, qui était la coopération, dont la France avait la prééminence en termes de choix de partenaires sur tous les domaines. Alors, selon vous, le Mali est donc engagé en plein processus de ce plan B? Bien sûr, le Mali est tout simplement en train de rompre toute forme de coopération, mais de manière progressive avec la France et en se réorientant vers d'autres partenaires qu'il estime le Mali est sérieux pour l'accompagner dans la dynamique de son développement. Parce qu'en réalité, l'objectif du gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et j'ai l'habitude de le dire, les pays africains sont encore en retard dans la mesure où les besoins de nécessité, les besoins élémentaires de base, tels que la santé, l'eau, l'électricité, sont encore des réels problèmes en Afrique. Or, à l'Occident, c'est un problème qui ne fait plus l'actualité. C'est un problème où ils ont déjà eu à apporter des solutions durables. Aujourd'hui,
les Occidentaux, les pays occidentaux réfléchissent comment est-ce qu'ils doivent conquérir le monde. À partir du moment où il y a encore ce gap-là, il est important d'aller plus vite. Voilà pourquoi le président Traoré a dit dans sa prise de parole, lorsqu'il a pris le pouvoir, qu'il faut aller vite, mais aller très vite. Parce que quoi, il y a encore des besoins élémentaires basiques dont les pays africains souffrent. À partir du moment où, au XXIe siècle et en 2022 plus précisément, on fait face à des problèmes tels que le problème d'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation. Ce sont des éléments de base, des éléments élémentaires qu'un État souverain et sérieux doit garantir afin de penser au développement. Vous ne pouvez donc penser au développement à partir du moment où vous avez encore en face de vous des grands dossiers, et quand on parle des grands dossiers, c'est encore les éléments tels que il faut construire les barrages, il faut construire les puits d'eau, il faut faire ceci, et je crois que ça ne permet pas à un pays de se développer. Puisque le Mali est dans la perspective de se développer, il est important d'aller vite, mais alors avec des partenaires sérieux qui peuvent permettre à ce qu'on puisse rattraper le temps perdu afin de jeter les balises, afin de jeter les bases susceptibles de porter les projets, les grands projets de développement. Alors, puisqu'on parle effectivement des conséquences de cette rupture des liens, une rupture qui selon vous est évidente au vu donc de ces événements qui se sont succédés ces derniers mois. Alors, puisqu'on s'intéresse aux conséquences, non seulement du côté du Mali, mais plus principalement des conséquences à la sous-région, j'aimerais qu'on s'attarde sur le volet sécuritaire. On sait que la France, jusqu'ici, a été un partenaire pendant près de 10 ans, partenaire auprès du Mali dans la lutte antiterroriste. Elle ne s'était d'ailleurs pas invitée sur les terrains. Cela a été l'initiative de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui fasse donc à l'invasion dans la crainte de voir la capitale Bamako, le pays envahi par les rebelles venus du Nord, avait eu à avoir recours donc à la France. Alors je dis cette France qui se retire sur le terrain de la lutte antiterroriste, le Mali se tournant vers la Russie, est selon vous déjà en train de trouver une solution, puisque vous avez évoqué effectivement cette coopération que ce pays est en train de nouer, en train de tisser avec ce pays dirigé par Vladimir Poutine. Alors du côté de la région du Sahel, si le Mali a trouvé sa solution auprès de d'autres partenaires, cela n'empêche que le terrorisme est un mal pour la région du Sahel. D'autres pays sont aussi victimes, et cela à grande échelle, tels que le Niger, le Burkina Faso. Alors aujourd'hui, est-ce que cette rupture des liens sur le plan sécuritaire peut avoir un impact dans la relation que Paris entretenait effectivement avec ces autres pays de la région du Sahel, à l'exemple du Niger ou encore du Burkina Faso? Probablement, à partir du moment où on s'inscrit dans une lutte collective, il est important que le retrait d'un État peut impacter la relation avec les autres États. Je tiens à réitérer que le Mali s'est retiré du G5 Sahel parce qu'on a été posé le problème de la question de la rotation de la présidence de cette organisation, et d'autres griefs c'était que il y avait une hyper présence, une omniprésence d'une puissance étrangère qui s'ingérait de la manière dont les opérations devaient se mener. Et le Mali faisait comme ça allusion à la France, qui en réalité était omniprésente au sein du G5 Sahel, et en réalité donnait même des orientations. Or, la lutte efficace du terrorisme doit être opérée et orchestrée par les militaires africains, par les pays concernés, parce qu'ils sont mieux placés pour maîtriser et connaître des réalités et savoir quelles solutions appropriées pour lutter contre le terrorisme. Et voilà pourquoi le Mali n'a pas apprécié cette attitude, parce que la prééminence de la France rendait stériles les opérations sur le terrain. Parce qu'on avait l'habitude, comme impression que les informations que l'armée républicaine avait, et quelques temps après, on constatait que les bandes armées avaient ces informations-là. Et ainsi bien riposté. Et là, ça rendait plus complexe l'efficacité des opérations. Et voilà pourquoi le Mali s'est retiré. Et je me dis, comme la France a demandé a dit qu'elle doit rentrer, qu'elle doit quitter le Sahel, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle si, et seulement si, le départ sera total et effectif. À partir du moment où le départ sera total et effectif, ça veut dire, en principe,
de facto que les pays concernés auront donc les marges de manœuvre nécessaires. Ils auront donc les coups de franche et la capacité d'initiative. Et je crois qu'à ce juste titre-là, ils ne pourront plus être influencés ni dictés par qui que ce soit. Et je crois que avec l'expérience qu'ils ont déjà eu à engranger sur le terrain et avec les nouveaux partenaires qui sont en train de se nouer, il serait important de constater que lorsque l'armée républicaine de ces pays concernés vont se réapproprier du combat, il serait important de noter que le théâtre d'opération va connaître un succès éclatant dans la mesure où il n'y aura plus de traîtrise, dans la mesure où il n'y aura plus une puissance lorsque l'armée républicaine détecte où la position des terroristes est en train d'avancer et qu'un coup de fil de Paris dit mais tiens, n'avancez plus. Et je crois que tout ceci est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où si la France décide de partir véritablement, parce qu'il y a deux formes de partir, on peut partir officiellement, mais on y reste. Je crois que si la France, de manière délibérée, a estimé qu'elle doit partir, ça veut dire c'est un aveu d'échec dans la mesure où sa présence dans le Sahel n'a apporté aucune solution efficace dans la résolution ou encore dans la lutte efficace contre le terrorisme. Vous avez évoqué, excusez-moi, cette force conjointe, à savoir le G5 Sahel, qui regroupait 5 pays de la région du Sahel, donc le Mali, le Burkina Faso ou encore la Mauritanie. Avec le retrait du Mali, est-ce qu'effectivement cela ne va pas avoir un impact dans la lutte contre le terrorisme dans cette région, mais aussi un impact même au sein de cette organisation qui avait souvent eu ce problème de financement? Lorsqu'on sait quand même que le Mali est à bout de tirer, pas seulement avec la France, mais qu'il y a des pays qui, par solidarité à la France aussi, ont décidé de retirer leurs troupes et des missions onusiennes déployées du côté du Mali. Je crois que le Mali, avec ses griefs, il avait ses motifs qui ont justifié son retrait. Du G5 Sahel. Je crois que si la France était l'une des raisons des griefs du Mali, comme la France est partie, ils sont conscients, notamment le Mali et le reste des pays membres du G5 Sahel, sont très conscients du fait que aucune entité en dehors d'eux ne peut garantir la survie et la sécurité du Sahel. Ça veut dire que la sécurité du Sahel est une implication totale, mais alors effective, de tous les pays concernés. Ipso facto, le départ de la France peut encore donc justifier le retour du Mali à partir du moment où les clauses seront claires, à partir du moment où les responsabilités seront préalablement établies. Et que Bamako n'aura plus avoir cette ingérence qu'elle décriait. Oui, bien entendu, c'est ce qu'ils sont en train de dire. À partir du moment où la France est en train de partir, cela peut être une raison de retour du Mali au sein du G5 Sahel. Et en plus de cela, réorganiser la structure de telle enseigne que on ne puisse plus avoir des infiltrés. Réorganiser la structure de telle enseigne que les pays membres puissent mener une action sincère, se partage des informations susceptibles de permettre à ce qu'ils puissent endiguer à ce phénomène-là qui en réalité devient une gangrène. À partir du moment où la sincérité des partenaires sera effective, ce sera effective la sincérité, je crois que ce sera un début de solution parce qu'il y a un problème de confiance qui se pose. Les deux pays en réalité qui portaient le G5 Sahel, c'est notamment le Mali et le Tchad. Et on a constaté que depuis le départ, l'assassinat du maréchal président Idriss Déby Itno, le G5 Sahel a pris un coup terrible. Et d'autres présidents, d'autres membres ont même pensé, même à la fin du G5 Sahel pour la création d'une nouvelle organisation. Je crois que cette initiative a été portée par M. Bazoum, qui voulait qu'on mette fin à l'existence du G5 Sahel, à l'effet de créer une nouvelle organisation susceptible de lutter contre le terrorisme au sein du Sahel. Je crois que créer une nouvelle organisation n'est pas la meilleure des solutions. Celle existante, il est important de la réaménager, cette organisation, de doter l'organisation de tous les éléments dont il faut, que ce soit matériel, que ce soit intellectuel, que ce soit en termes d'ordre. Je crois qu'ils savent où se situe le problème. À partir du moment où ils vont détecter, déceler le nœud du problème, je crois que des solutions pragmatiques seront apportées dans la perspective de renforcer cette coopération, dans la perspective de redoter cette organisation de tous les instruments dont elle a besoin
pour que l'efficacité sur le terrain soit perceptible. Je crois qu'aucune entité, en dehors de ces forces-là concernées, ne peut lutter contre le tourisme que d'autres entités. Pour dire qu'en réalité, une force étrangère n'est pas, ou encore l'arrivée d'une force étrangère n'est pas la solution adéquate pour lutter contre le tourisme. Je crois que ceux qui sont mieux placés pour mettre fin à cette pratique ne sont autres que les pays concernés. Alors, puisqu'on parle effectivement de la sécurité et de la coopération, car selon vous, c'est en mutualisant les forces que cette région du Sahel peut finalement retrouver la paix. On sait que pour ce qui est du volet sécuritaire, une fois la rupture avec Paris, la coopération militaire avec Paris actée, le Mali aujourd'hui s'est tourné vers notre partenaire que vous aviez évoqué tantôt, à savoir la Russie. Vous avez suivi avec nous cette tranche d'informations qui revenait bien évidemment sur la signature de cet accord de coopération dans le domaine militaire qui a eu lieu entre la Russie et le Mali. On a vu les ministres des Affaires extérieures des deux pays procéder à la signature de ce document. Alors le Mali aujourd'hui qui semble avoir trouvé du côté de la Russie un partenaire pour l'accompagner dans sa lutte antiterroriste, vous croyez aujourd'hui que cela peut amener les autres pays de la région, à savoir le Tchad, le Niger, ou encore le Burkina Faso et la Mauritanie, d'emboîter le pas au Mali? Non, je crois que cela rentre dans le principe, cela rentre dans le cadre de la souveraineté de l'État. Les États, ils sont libres de nouer des partenariats avec la Chine, la Russie ou pas. Cela relève de leur droit, parce que c'est un État souverain. S'ils estiment que... Vous croyez qu'ils peuvent être tentés, voilà, c'était ça ma question, ils peuvent être tentés aussi de dire, la Russie, bon, pourquoi pas aussi essayer, puisque du côté du Mali, ça semble marcher. Oui, là, il faudra être objectifs. Si ces pays-là sont objectifs, je crois qu'ils peuvent jeter leur dévolu sur la Russie à partir du moment où ils sont en train de voir les faits d'armes que la Russie est en train de perpétrer ou encore de présenter, non seulement du côté du Mali, mais du côté de la RCA. On constate bien évidemment que l'avènement de bandes terroristes, même des groupes armés du côté de la République centrafricaine, a quand même diminué avec la présence des instructeurs russes. On constate que les militaires centrafricains sont en train d'être formés, mais ils ont une bonne formation. Ils sont assistés par les instructeurs russes et je crois que cela porte ses fruits sur le terrain. Si l'expérience centrafricaine, l'expérience malienne peut convaincre les autorités nigériennes autant pour moi, et mauritaniennes et burkinabés, je crois déjà que le Burkina Faso est en train de faire le clin d'œil, notamment à la Russie, avec le peuple qui en réalité demande l'arrivée de la Russie du côté du Bamako, de Burkina Faso, afin que les autorités, dans la perspective de lutter efficacement contre le tourisme, doivent s'appuyer sur des partenaires sérieux. Mais on sait, il faut quand même le dire. Pour parler effectivement de ce partenaire, de cette Russie qui s'avère aujourd'hui être un partenaire sérieux dans la lutte antiterroriste, vous avez cité l'exemple de son apport auprès des autorités centrafricaines. Oui. Alors, on sait quand même que cette Russie n'a pas des relations assez tendues avec la France. La France, notamment des relations liées au conflit russo-ukrainien, à la posture de Moscou. Est-ce que ces autres pays, que sont le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie ou encore le Niger, ont les coups des franches pour pouvoir nouer des partenariats militaires avec la Russie, tout en sachant que ce pays n'a pas vraiment des relations stables avec la France, qui elle déjà est un partenaire dans la lutte antiterroriste? Non, il est important de souligner que le problème entre deux États ne peut impliquer directement les autres États. Le premier ici se pose, c'est celui de l'intérêt. Parce qu'en réalité, tout est intérêt sur la scène internationale. Si en réalité, un pays souverain estime que son intérêt n'est plus garanti avec la France, mais ce pays est libre de nouer le partenariat avec la Russie. Il ne cherche pas à savoir quel problème la Russie a avec la France. Et on sait que lorsque Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Afrique, il a quand même pris le temps de mettre en garde les pays africains sur ce partenaire qui est la Russie, en faisant savoir que c'était un pays qui nourrissait des ambitions impérialistes sur le continent africain. Il a montré clairement qu'il ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de la Russie sur le sol africain. Et là, c'est un problème. Qui est-il pour tenir ce propos? Il met en garde qui? Un État souverain, les pays souverains. Vous mettez en garde en quelle qualité?
Vous avez quelle qualité? Puisqu'en réalité, vous vous présentez comme représentant d'un État. Par conséquent, vous n'avez pas le droit, l'outrecuidance de tenir un propos paternaliste vis-à-vis d'un État. Parce que là, c'est tout sauf un discours respectueux vis-à-vis des autres États africains. Il parle en toute condescendance, il parle comme il était le parent. Et je crois que c'est une attitude que les pays africains dénoncent, que la jeunesse africaine dénonce. Et tout ceci contribue à discréditer l'attitude et la posture de la France quant à nouer encore des partenariats avec. Vous n'avez jamais entendu les autorités russes tenir un propos condescendant vis-à-vis des autorités françaises en Afrique. Je crois que l'expérience démontre à suffisance que si par principe la coopération sur la scène internationale met en ligne de mire la question de l'intérêt, il est important pour des personnes judicieuses, objectives, de déterminer où se situe notre intérêt, où et chez qui et avec qui notre intérêt est garanti. Non, c'est aujourd'hui que la relation, par exemple, que le Mali entretient avec la France n'est pas la même relation que le Tchad sous l'égide du général Idriss. Excusez-moi, lui. Du maréchal le Tchad, dirigé aujourd'hui par Mahamat Idriss Déby. Voilà, on sait que les relations ne sont pas les mêmes. Le Tchad a sa relation avec la France, qui est une relation qui est différente de celle aujourd'hui que le Mali entretient avec la France. C'est à ce juste titre que je suis en train de vous dire. On ne pourrait jamais parler d'une uniformité de la relation sur la scène internationale. Le partenariat que je noue avec vous, je peux nouer avec d'autres personnes, mais avec des spécificités différentes. Tout dépend de degré d'implication d'un État au sein d'un autre. Si en France, si au Tchad, il y a une prééminence des autorités ou encore de la France du côté de la République du Tchad, tel n'est pas peut-être le cas du côté du Mali. Et cela est perceptible. Si la mort de M. Idriss Déby Itno a été sanctionnée par l'arrivée de M. Macron et a manœuvré à ce que M. Mahamat arrive au pouvoir, cela ne peut pas être possible ailleurs en Afrique. Si oui, le coup d'État qui a été orchestré au Mali, on a vu comment les autorités françaises ont fait des mains et des pieds pour discréditer, pour désacraliser le gouvernement de transition, et même ont amené le peuple à demander le départ de ces hommes à la tête de l'État. Je vous avais constaté que ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que tout dépend du degré de coopération, tout dépend du degré d'influence d'un État sur l'autre. Et dans le cas d'espèce, vous ne pouvez pas comparer le Mali et le Tchad en termes de coopération avec la France. De manière visible, cela saute à l'œil nu que la France a une prééminence du côté du Tchad. Or, tel n'est pas le cas avec le Mali. Pourquoi? Parce que à chaque fois que lorsque la France veut s'ingérer, veut se mettre dans la posture paternaliste, il y a une réaction immédiate qui met la France à sa place. Et je voudrais quand même aussi dire que l'expertise n'est pas, on ne peut pas toujours solliciter l'expertise d'ailleurs. On ne peut pas toujours dire que c'est la Russie qui est le seul partenaire crédible. Et il faut se retourner, je voudrais arriver là, faire recours à ce qui s'est marché ailleurs en Afrique. Je prends un exemple. Lorsque le Boko Haram est en train de faire pignon sur rue, en ce qui concerne le Cameroun, le Nigeria et le Niger, ces pays concernés ont eu l'idée généralissime de mettre sur pied une force mixte qui a apporté un fruit énorme dans la lutte efficace contre le terrorisme. Le Nigeria, le Cameroun et le Niger. Force multinationale mixte. Ça concernait 3 pays. Et l'axe des frontières, l'axe des 3 frontières où le terrorisme avait fait son lit, on a constaté que l'efficacité de cette force-là, qui n'avait le soutien d'aucune puissance étrangère, c'est une volonté politique de ces 3 chefs d'État, avec leur matériel, avec leur rang, et ont impliqué la population dans la lutte contre le terrorisme. On a vu comment on a réduit le Boko Haram jusqu'à son dernier retranchement, jusqu'à ce que le Boko Haram, qui en était monté avec beaucoup de puissance, on a réduit ses agissements, tout simplement parce qu'on a eu une sincérité entre les partenaires. Et à ce juste titre-là, on n'a pas vu la France intervenir, non, ni les États-Unis, ni la Russie. Ce sont les pays concernés, les pays africains concernés,
par ce problème qui ont mis sur pied une stratégie pour lutter contre ces phénomènes-là. Et on a vu comment cela a porté ses fruits. Pourquoi ne pas transposer? Pourquoi ne pas que les autorités concernées par le lac Tchad, par le G5, par le Sahel, puissent solliciter l'expertise des forces multinationales mixtes qui a eu ses fruits au Cameroun et au Nigeria et au Niger? Pourquoi ne pas copier cela et essayer d'expérimenter, mais en y ajoutant des spécificités compte tenu des réalités anthropologiques et sociologiques de ce côté-là? Je crois que l'expertise est aussi endogène, il n'est pas beaucoup plus exogène. Donc le fait d'atteler l'expertise russe et l'expertise des forces nationales mixtes qui a fait ses preuves, je crois que ça sera un début de solution efficace pour mettre fin à ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'on constate que le tourisme tel qu'il se donne à voir est une construction. Le tourisme est davantage nourri et entretenu dans la perspective de maintenir les États africains sur le joug du sous-développement. À partir du moment où tel est le cas, il faut trouver des paradigmes nouveaux dans la perspective de lutter contre ce phénomène-là. Et l'expertise et l'expérience des forces nationales mixtes peut aider le G5 Sahel à soi, par eux-mêmes, je dis bien par eux-mêmes, sans même solliciter l'expertise russe. Et même d'ailleurs, copier ce qui s'est passé au sein des forces multinationales mixtes pour expérimenter du côté du Sahel, je crois que ça va porter ses fruits. Puisqu'in fine, tous sont les Africains et tout cela se passe en Afrique. Oui, alors Abdoundam, vous avez également évoqué un fait très important, à savoir celle relative au G5 Sahel. J'aimerais qu'on reste toujours dans le domaine, le volet sécuritaire, avec notamment cette préoccupation. On sait que le Mali, avant la rupture des liens entre la France, les liens notamment de coopération militaire, avait fait des accusations, avait accusé la France, voilà, de jouer un jeu trouble dans la lutte antiterrorisme au Mali. Paris était accusé d'armer les rebelles, Paris était accusé de communiquer avec les rebelles, de saper un peu le travail sur le terrain. Alors vous croyez aujourd'hui que ce discours-là peut amener certains pays de la région du Sahel à revoir aussi leur coopération avec ce partenaire-là qui est Paris et dont le rôle trouble a été dénoncé du côté de Bamako? Je crois que c'est de bonne guerre. C'est tout à fait normal pour ces États, s'ils estiment qu'ils sont des États sérieux et responsables. Je crois que cela saute à l'œil nu. Les autorités maliennes ont essayé de porter ce problème au sein des Nations Unies. Elles disaient d'ailleurs avoir des preuves de leur déclaration. Et le Mali a dit qu'ils ont des preuves matérielles, irréfutables. Ils veulent tout simplement que l'instance puisse leur donner l'occasion et qu'on invite la France à comparaître avec eux pour qu'ils puissent apporter ces preuves. Jusqu'ici, là, il y a blocus à ce niveau. Deuxième des choses, c'est que si le Mali prend sur lui de lutter contre l'ingérence de la France au sein de son pays, je crois que cette vague de libéralisation de l'Afrique qui est davantage portée par la jeunesse devait davantage mettre la pression sur ces pays qui sont réfractaires, sur ces pays-là qui tirent le pas et souffrent et s'offusquent de ne pas tenir compte de ce qui se joue en termes de survie de leurs États. Et là, on peut donc soupçonner, entre guillemets soupçonner la légitimité réelle et le patriotisme effectif de ces chefs d'État, de ces autorités-là, qui au lieu de servir leurs États, de servir leur population par ricochet, font fi des réalités qui sont irréfutables en faisant des sourdes-oreilles sur certaines réalités qui se passent sur le terrain pour légitimer et crédibiliser davantage la coopération entre leur pays et le pays qui est présenté comme le véritable problème de leur sous-développement. Je crois que la survie même de ces autorités-là en dépend. Pourquoi? Parce qu'il y a une émergence, il y a une jeunesse consciente qui est davantage très conscient et maîtrise l'enjeu de ce qui se passe actuellement sur la géopolitique mondiale et notamment pour ce qui concerne le Niger. Vous avez vu comment les étudiants
au sein de l'université ont humilié l'ambassadeur français. Et cela est un indicateur. Et on peut inscrire ce qui s'est passé du côté du Niger comme un ballon d'essai pour attirer une fine l'attention des autorités nigériennes de ce que nous sommes conscients de ce que vous faites, et si vous perdurez dans le cas, nos peuples, nous allons prendre notre responsabilité. Effectivement, parmi ces pays, est-ce qu'il y en a selon vous qui ont des signes déjà de vouloir suivre la tendance de ce qui se passe du côté du Mali? Il y a le Burkina Faso, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée-Conakry, même si la Guinée-Conakry n'est pas dans le Sahel, je sais le Sahel. Je crois qu'il y a aussi le Tchad, le Tchad qui, de par la volonté populaire, il y a déjà ce début de revendication. Et même aussi du côté du Niger, où le peuple descend dans la rue pour demander le départ des opérations françaises et même le départ de tout cela qui empêche à ce que le Mali puisse développer et sollicite l'arrivée de la Russie. Je crois que du point de vue populaire, cela est perceptible dans ces pays concernés. Le Tchad, le Niger et peut-être la Mauritanie également. Mais c'est beaucoup plus prééminent. La Mauritanie, pour le moment, on ne sait quand même pas parler d'elle. Oui. C'est beaucoup plus perceptible du côté du Tchad, du côté du Niger. On constate comment le peuple par le bas est en train de bouillonner. Alors selon vous, on peut assister dans ces trois pays évoqués, à savoir le Burkina Faso, le Niger, à un effet contagion. Bien sûr, l'effet contagion de ce qui se passe au Mali, parce qu'en réalité, le Mali, que ce soit le Tchad, que ce soit le Niger, le Burkina Faso, ils ne vivent pas en vase clos. Ce sont des pays qui coopèrent. Et ce qui se passe là-bas sont également répercutés du côté du Tchad. Les populations tchadiennes regardent ce qui se passe du côté du Mali. Les populations maliennes, nigériennes regardent ce qui se passe du côté du Mali et voudraient tout simplement avoir des leaders aussi charismatiques à la dimension d'Assimi Goïta qui peuvent en réalité dire ce que le peuple pense par le bas. Je crois que c'est cette volonté populaire-là qui en réalité est en train de mettre la pression sur les autorités de leur pays, notamment du Tchad et du Niger, de bien vouloir se raviser, à prendre une posture et à se ranger du côté du peuple. À partir du moment où ils vont continuer à s'entêter, à jouer un jeu trouble, vous verrez que le peuple va prendre sa responsabilité et que si le pouvoir appartient au peuple, ce peuple-là risquerait de reprendre son pouvoir. Assimi Goïta est considéré aujourd'hui, comme le signalait d'ailleurs un journal malien, comme le champion du réveil malien. Est-ce qu'effectivement cette posture qu'il est en train d'adopter, ces actions qu'il est en train de mener, peuvent amener aussi d'autres dirigeants, à savoir qui sont venus au pouvoir par un coup de force? Je parle notamment du cas du Burkina Faso, du cas de la Guinée. Est-ce que vous croyez que ce zèle qui anime le colonel Assimi Goïta peut effectivement amener d'autres dirigeants de la sous-région à adopter effectivement des postures radicales? Oui, cela est perceptible. Il y a deux exemples. Le premier exemple, c'est Doumbia, du côté de la Guinée-Conakry. Et le cas le plus récent, qui me paraît plus incisif, c'est le cas de Traoré, du président Traoré du côté du Niger, du Burkina Faso. Parce qu'il me rappelle Thomas Sankara. Il me rappelle Thomas Sankara de par sa posture, de par sa verve. Il s'exprime avec autorité. Il est clairvoyant. Il est prévoyant. Il est patriote. Assimi Goïta aujourd'hui peut donc être, selon vous, un moteur, peut être une référence aujourd'hui pour ces dirigeants-là arriver aussi au pouvoir par un coup de force, pour s'inspirer de ces méthodes. Voilà pourquoi vous verrez que à chaque moment ils sont en train, Assimi Goïta va vers son Doumbia va vers son frère Assimi Goïta. À chaque fois il effectue des voyages du côté de Bamako. C'est pour s'imprégner, c'est pour échanger, c'est pour bénéficier ou aussi écouter son frère, essayer d'apprendre de l'expérience de son frère pour venir l'expérimenter du côté de la Guinée-Conakry. Je crois que l'arrivée de M. Traoré aussi au pouvoir, à la tête du Burkina Faso, marque pour moi, je veux dire quoi, est un signe prémonitoire que Assimi Goïta est un homme qu'il fallait pour l'Afrique, est un homme qu'il faut, parce qu'il est en train de faire tache d'huile. Son action est en train de faire tache d'huile, et son implication, sa volonté, sa détermination à libérer son pays, sa ferme volonté à procéder au développement de son pays, en réalité en train de contaminer ses frères
tels que Mamadi Doumbia et tout récemment le président Traoré, qui est un patriote. C'est rare de trouver un chef d'État qui arrive à la tête de l'État comme des militaires. Il refuse de prendre, d'accepter l'augmentation de son salaire qui a rendu chef de l'État. Je crois que c'est inédit parce que ce n'est que M. Thomas Sankara qui l'a fait du côté de Burkina Faso, qui vivait une vie modeste, qui en réalité faisait fi de toutes les prérogatives d'un chef d'État. Il avait aussi un véhicule, je vais dire quoi, un véhicule commun, un véhicule aussi classique comme tous les autres. Il ne vivait pas dans l'opulence, son promettait le peuple, il partageait avec le peuple, et M. Traoré s'inscrit dans cette perspective-là. Je crois que si M. Traoré est sankariste et copie ce qui se passe du côté du Mali, je crois que cela va permettre à ce que le Mali, va permettre à ce que le Burkina Faso puisse retrouver ses lettres de noblesse et dégager les balises pour un développement durable du côté de ce pays-là. Parce que M. Traoré, il rassure et il rassure. Oui. Alors, on sait que la Guinée s'est démarquée en adoptant une posture différente des autres lorsque le Mali avait été frappé par des interdictions, des embargos. La Guinée avait refusé en ce temps-là de respecter les sanctions imposées au Mali, ce qui lui a d'ailleurs valu la reconnaissance des autorités maliennes via des communiqués qui avaient salué ce geste considéré comme un geste de manifestation de la solidarité ou encore voilà, de la coopération. Alors aujourd'hui, est-ce que cette Guinée-là, vous la voyez s'inscrire dans la démarche malienne? Bien sûr. Cela est perceptible d'abord par la solidarité manifeste qu'on a vue lorsque le Mali était sur embargo, lorsque le Mali faisait face à ces sanctions infligées par la CEDEAO. On a constaté que le Mali, aux côtés du Niger, aux côtés de l'Algérie et même de la Mauritanie, si mes souvenirs sont exacts, et d'autres pays qui avaient carrément décidé d'assister. Oui, on sait qu'il y a des pays qui avaient effectivement fermé leurs frontières au Mali. Oui. On a l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, entre autres, et le Ghana aussi. Et la Guinée-Conakry avait ouvertement fait une déclaration qu'elle va jamais, autant pour moi, va jamais fermer ses frontières. Et a assisté le Mali à coopérer avec le Mali, et les transactions, tant sur le plan terrestre que sur le plan maritime, tant sur le plan terrestre que sur le plan aérien, se passaient avec ce pays-là. Selon vous, les signes qui montrent qu'elle est l'un des pays aujourd'hui dans cette région du Sahel et qui est susceptible de suivre ou encore d'emboîter le pas du Mali dans sa démarche? Bien évidemment. Donc tout est réuni au regard de ce qui s'est passé, au regard de ce qui se passe actuellement. Force de constater que le Mali et la Guinée-Conakry avancent main dans la main. Les deux chefs d'État ont la soif de libérer leur pays. Les deux chefs d'État ont la ferme conviction d'améliorer les conditions de vie de leur population. Alors, dans la plupart de ces pays ont été marqués par l'arrivée au pouvoir d'hommes en tenue. On a du côté du Burkina Faso, le Mali, encore la Guinée. Alors, puisqu'on parle effectivement des conséquences de la rupture des liens entre Bamako et Paris, on sait que la plupart dans ces coups d'État, il y a une revendication qui revenait à tout moment, à savoir l'inefficacité dans la lutte anti-terroriste. Alors, ces hommes en tenue qui aujourd'hui tiennent les rênes de ce pays, vous croyez que cela peut avoir aussi des effets dans d'autres pays, notamment la Mauritanie ou encore d'autres pays d'Afrique de l'Ouest? Je crois que l'atout majeur, c'est que ces hommes-là sont des hommes en tenue. Ce sont des militaires, savamment très formés. Et je crois qu'ils maîtrisent la situation. Ils savent ce qu'il faut pour pouvoir lutter et mettre fin à cela. Et j'ai toute l'habitude de le dire que la lutte contre le terrorisme n'est pas perceptible sur le plan purement militaire. Il faut d'abord s'attaquer à l'origine du terrorisme. Vous savez, c'est la pauvreté ambiante qui facilite l'enrôlement de ceux-là qui partent payer de leur vie. C'est parce qu'il y a la pauvreté. On fait miroiter à ces jeunes-là qu'ils peuvent facilement gagner 100 000 francs par jour et peuvent facilement se faire exploser. Je crois qu'à partir du moment où ils vont attaquer le point de fond, qui est celui de la pauvreté, diminuer le seuil de pauvreté, créer des voies et moyens pour pouvoir trouver des emplois aux jeunes,
cela va d'abord diminuer le degré d'implication et d'enrôlement des jeunes. Maintenant, la dimension militaire va permettre à ce que ceux qui sont réfractaires et ne veulent pas abandonner cette pratique-là, les forces armées vont aller à leur recherche, à l'effet de mettre fin à leur agissement. Par le passé, les armées africaines s'inscrivaient dans une posture défensive. Défensive, c'est-à-dire qu'ils attendaient les attaques des terroristes. Aujourd'hui, on constate qu'ils vont à la recherche des terroristes. Je crois que cette approche offensive est une bonne approche parce que cela surprend même parfois ces terroristes-là qui ne s'attendent pas à ce que ces forces armées-là peuvent arriver. Je crois que c'est l'un des indicateurs qui atteste que, parce qu'ils sont militaires, ils savent sur quel levier actionner pour mettre fin à cela. Et vous avez constaté que depuis que M. Traoré est arrivé au pouvoir, il ne reste pas dans son bureau feutré. Non, il descend sur le terrain avec son arme, avec sa Kalachnikov, il s'habille et il descend avec les hommes sur le terrain. Je crois que c'est une image riche de beaucoup de symboles qui nous amène à comprendre que lui, M. Traoré, qui est président de la République, a la détermination de mettre fin à cela, jusqu'au point où il met sa vie en danger, en allant à la recherche, à la conquête. Ils veulent aller rechercher ces terroristes-là à l'effet de les traquer. Je crois que c'est une bonne approche et, quoi que l'on dise, les jours des terroristes sont comptés du côté du Tchad, du côté, je vais dire, du Burkina Faso, du côté du Mali, et je crois que les faits et les informations qui nous reviennent attestent que véritablement les terroristes sont mal à l'aise parce que ceux qui sont arrivés à la tête de l'État aujourd'hui sont plus que jamais déterminés à mettre fin à ce terrorisme-là qui en réalité met à mal le bien-être de l'État. Alors aujourd'hui, le Mali qui donc a vu son aide au développement octroyée par la France être suspendue, quelles peuvent être les conséquences aussi sur le plan économique? Il n'y a aucune conséquence. Aucune conséquence. Vous avez quand même écouté ce qu'a dit le Premier ministre. Il a dit dans son communiqué que c'est un épiphénomène. Mais là, c'est ce que le Premier ministre dit. Est-ce que entre ce que le politique dit et la réalité sur le terrain, la revue de presse menée ce matin par Moara revenait par exemple sur la une d'un journal malien qui disait voilà, l'argent se fait rare au Mali. Un État souverain, vous ne pouvez pas vous affirmer d'être un État souverain en inscrivant votre développement sur les aides des autres États. Ce que vous êtes un quasi-État. Et une chose encore, lorsqu'un État s'inscrit dans une réforme, il y a toujours des périodes difficiles. Il y a toujours des périodes difficiles. Je crois que le gouvernement malien communique surabondamment là-dessus. Je vous prends quelques clichés. Lorsqu'on avait les sanctions inhumaines de la CEDEAO contre le Mali, qui crut que le Mali devait rester jusqu'à date? C'est parce qu'en réalité, ce peuple a été résilient. Et cette résilience a été davantage soutenue par la sincérité du gouvernement. Je crois que s'ils ont survécu, le Mali, à la période des sanctions inhumaines et lourdes, ce n'est pas l'interdiction, la suspension d'une certaine assistance financière de l'agence de développement française qui faudra faire quelque chose du côté du Mali. Mieux encore, ils sont déjà vaccinés. Ils savent ce qu'ils doivent faire parce que pour avoir le bout du tunnel, il faut faire des sacrifices. Et le sacrifice, c'est aussi ça, diminuer son train de vie, souffrir, parce qu'ils sont en train de trouver des voies et moyens efficaces et durables pour pouvoir stabiliser le pays. À partir du moment où le pays sera stabilisé, tout ceci sera dans le passé. Alors, le colonel Assimi Goïta, lors d'une sortie médiatique, avait appelé le peuple malien à l'union sacrée autour des intérêts de la nation. Aujourd'hui, vous avez évoqué, Abdoul Ndam, que si le gouvernement de transition a tenu, c'est aussi parce qu'il a eu le soutien de la population qui a compris la nécessité d'adopter la posture adoptée par les autorités de transition. Aujourd'hui, donc, ce peuple qui a compris qu'il peut sortir dans la rue et faire bouger les lignes. Vous croyez que ce qui se passe du côté du Burkina Faso, où on annonce quand même des manifestations contre les intérêts français dans ce pays, vous croyez que la contagion peut également avoir lieu au niveau des masses? Oui, ça a déjà lieu. Tout dépend maintenant du degré de proportion. Les populations burkinabées sont déjà conscients
de ce que s'il faille qu'il se développe, ce pays-là, il va falloir prendre leurs responsabilités. Et je me dis, plus le temps va passer, plus les populations seront intégrées. Et je crois que si la population est solidaire derrière le gouvernement, quelles qu'en soient les situations qu'ils vont traverser, cela va, ils sauront par quel bout se tenir pour pouvoir traverser cette situation difficile. Et l'exemple malien va beaucoup les aider, parce que le Mali a été résilient, la population malienne a été résiliente, ils ont été patriotes et restent patriotes. Je crois que c'est l'amour pour son pays qui peut nous amener aussi à se sacrifier pour un certain nombre de choses. Et tout ceci est garanti par la sincérité du gouvernement. Donc j'invite donc les autorités maliennes, burkinabées, et même les populations d'aimer leur pays et de rester patients. Et j'invite également le gouvernement d'être transparent, d'être sincère, de communiquer, de ne pas laisser les zones d'ombre. Parce que c'est tout ceci-là qui peut entacher le degré d'implication de la population quant à leur accorder leur confiance. À partir du moment où la population va ressentir du côté du gouvernement sa sincérité, sa loyauté, sa volonté à améliorer leurs conditions de vie, quel qu'en soit le prix qu'il faut, ils vont payer ce prix pour pouvoir garantir la souveraineté véritable de leur pays. Alors, on va parler cette fois-ci maintenant de cette aide au développement. Aide au développement, on sait que du côté de certaines organisations comme l'Oxfam France, on avait fait savoir que toute aide au développement est complètement sacrifiée par un échec diplomatique dans la région du Sahel. Cette ONG revenait sur les tensions entre Paris et Bamako, qui avait des liens avec la situation sécuritaire au Sahel, et qui aujourd'hui était en train d'impliquer le volet économique, voire même humanitaire. Alors, lorsque Barkhane ou encore lorsque le président Emmanuel Macron décide du retrait finalement officiel des forces françaises, il a signifié quand même que la France devait revoir sa coopération avec la région du Sahel aujourd'hui. De quelle coopération, selon vous, il évoquait? C'est une coopération gagnant-gagnante, c'est tout. Vous voyez donc aujourd'hui la France changer de paradigme ou encore changer sa manière d'agir, cette manière qui lui a valu cette rupture aujourd'hui avec le Bamako? Mais si la France tient à rester en Afrique, elle doit changer sa façon de faire, c'est tout. Alors vous croyez donc au discours, vous croyez au terme employé par le président français qui disait qu'il va revoir la coopération? Selon vous, revoir de quelle coopération, ou encore quelles sont les bases, quelles sont selon vous les bases de cette nouvelle coopération évoquée par le président français Emmanuel Macron, lorsqu'on sait qu'après cette déclaration, les décisions visant à tisser la tension avec Bamako ont continué, notamment cette aide au développement retirée à ce pays? Mais là-bas, c'est simple, la sincérité, le respect du partenaire, le respect de la souveraineté du pays, et c'est tout. Ok. Alors, on rappelle aussi à nos fidèles téléspectateurs ce matin que le programme For You Matin est interactif. Nous parlons ce jeudi de relations entre Bamako et Paris qui aujourd'hui convergent vers une rupture totale des liens entre le Mali et la France. Si cette thématique vous intéresse, ne vous gênez pas à laisser des commentaires, pourquoi pas également sur nos différentes plateformes d'information en ligne, dont Twitter ou encore Facebook, même YouTube, des commentaires que nous pourrons avoir le plaisir de lire durant ce programme, même encore après ce programme. Alors, on parle de la coopération entre Paris et Bamako qui est en rupture et les conséquences que cela peut avoir dans la région du Sahel, cette région qui est aujourd'hui en proie à l'insécurité menée par les groupes armés, les groupes terroristes qui pilulent dans cette région. Bamako a adopté une posture aujourd'hui qui fait en sorte qu'elle n'a pas fléchi depuis qu'elle a décidé de dénoncer un certain nombre de choses qu'elle jugeait incorrectes dans sa relation avec Paris. Cette posture aujourd'hui, que peut-elle lui valoir une solidarité de la part des pays de la sous-région ou encore un isolement? Voilà encore là une question Abdoundam à laquelle j'aimerais qu'on s'attarde actuellement. Alors on sait que du côté des missions onusiennes, il y a des nations qui ont décidé de retirer leurs troupes
de la MINUSMA, la République tchèque, la Grande-Bretagne, la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs une nation africaine. Et d'aucuns ont parlé, voilà, d'un isolement du Mali sur la scène internationale. Alors aujourd'hui, cette rupture des liens, selon vous, sur le plan sécuritaire, est-ce qu'elle ne peut pas aussi aboutir à une sorte d'isolement? Non, pas du tout. C'est tout seulement parce que le Mali est un État souverain. Et lorsque vous accueillez sur votre sol, il y a certains principes en réalité qu'il faut observer. Et je crois qu'à partir du moment où les pays qui arrivent ne respectent pas notamment ces principes-là, je crois que ils sont libres de partir. Ou encore le pays d'accueil peut demander le départ. Donc c'est ce qui se passe du côté du Mali, où le Mali a estimé que désormais, ceux-là qui vont venir sous le bannière des casques bleus, ils doivent respecter certains principes. À partir du moment où ils ne se soumettent pas à ce principe, ils n'ont pas droit à rester ou encore à venir dans le pays. C'est ce qui se passe. Et on voit la vue, par exemple, l'un des éléments ou l'une des conditions que pose le Mali en est, c'est par exemple le fait de survoler. Avant de survoler sur le territoire malien, il faut avoir l'autorisation. Et on a constaté que certains d'entre eux se permettaient de survoler sans avoir l'autorisation des autorités. Cela crée donc une forme d'insécurité, d'instabilité. Voilà pourquoi le Mali a posé des conditions. Et cela est consacré dans le droit international. À partir du moment où ces conditions ne sont pas respectées, le pays a le droit de demander votre départ. Alors les liens diplomatiques, il n'y a pas que les liens sécuritaires qui se sont détériorés entre ces deux pays. On sait que tout a commencé même par les liens diplomatiques avec l'ambassadeur de France du côté du Mali qui avait été suspendu par les autorités de la transition. Aujourd'hui, les médias burkinabés faisaient état de cette information donnée par l'ambassadeur de France au Burkina Faso, notamment aux employés en service au sein de l'ambassade, parce qu'effectivement, il y a des manifestations qui sont annoncées de ce côté-là à l'ambassade de France pour dénoncer certains mécanismes de Paris du côté, dans la région du Sahel. Est-ce qu'effectivement, sur le plan diplomatique, on ne peut pas avoir un effet de contagion aussi dans ce volet-là? Tout est possible. Tout est possible, rien n'est exclu. À partir du moment où la société est contingente, ce n'est pas statique. Ce qui peut se passer ailleurs peut avoir une influence ou un impact chez les autres. Tout dépend maintenant de l'orientation, tout dépend maintenant de l'enjeu, tout dépend de l'intérêt des uns et des autres. Si le pays qui voit ce qui se passe ailleurs peut estimer que ça peut être favorable pour lui, mais il peut quand même faire recours à cela pour pouvoir peut-être s'affranchir et assurer sa souveraineté et sa capacité à prendre ses décisions par lui-même. Alors en tout cas, ce sera peut-être votre mot pour la fin, puisqu'on avance vers la fin de ce programme. On nous annonce que nous n'aurons pas la page culturelle avec laquelle nous avons l'habitude de clore nos éditions de Foyou matin. Alors en grosso modo ou encore en résumé, que peut-on retenir aujourd'hui? La rupture des liens entre la France et le Mali, quel impact pour la région du Sahel? Non, ce que l'on peut retenir, c'est que le Mali est un État souverain et le G5 Sahel est une organisation qui est la volonté des pays concernés par le G5 Sahel et que le départ d'une puissance étrangère, aucunement de manière directe, ne peut avoir un impact. Mieux, c'est le départ de cette puissance-là peut donner la possibilité et les marges de manœuvre nécessaires à ces pays concernés de s'asseoir autour d'une même table à l'effet de proposer des solutions efficaces en tenant compte des réalités et de leurs atouts dont ils disposent. Et également, à défaut de copier toute l'expertise étrangère, l'expertise des puissances occidentales, il est important qu'on puisse faire recours à l'expertise africaine, notamment ce qui s'est passé du côté du Cameroun avec ces forces multinationales mixtes dont j'ai fait recours tout à l'heure. Il faut quand même que le G5 Sahel puisse se rapprocher, échanger l'expertise afin de proposer une solution africaine pour lutter efficacement contre le terrorisme, parce que qui mieux que les Africains pour lutter contre un problème, un fléau qui mine les Africains. Alors voilà donc votre mot pour la fin. Vous proposez cette solution au peuple ou encore au pays de la région du Sahel qui avait décidé il y a de cela quelques années de créer donc cette organisation réunissant le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et encore le Mali.
aujourd'hui, avec ce départ du Mali et qui certainement a fragilisé le mécanisme de cette organisation, vous souhaitez, pourquoi pas, que cette dernière s'inspire de la manière dont la force multinationale mixte menée par les soldats du Niger, du Cameroun et du Nigeria a pu s'appliquer sur le terrain dans la lutte anti-terroriste. La solution exogène, selon vous, n'est pas toujours la meilleure ou encore l'unique solution. Se tourner vers des partenaires étrangers est certes bien, mais une coopération sud-sud aussi, pourquoi pas. Voilà donc ce qu'on peut retenir en tout cas de votre dernière prise de parole dans le cadre de ces échanges qui, on le rappelle, des législateurs se sont donc intéressés à ce qui se passe du côté du Sahel. Alors votre émission For You Matin prend fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis de bout en bout. Nous remercions également toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Nous vous quittons avec le plaisir bien sûr de vous retrouver demain à la même heure et nous vous laissons bien évidemment en compagnie des programmes de votre chaîne panafricaine For You Media Africa.